parlé, j'ai discuté avec elle, elle n'a pas parlé de l'augmentation du degré d'alcool, mais c'est un problème sérieux pour tous les gens qui s'occupent de vin, parce que vous ne pouvez pas couper des appellations contrôlées, et donc quand vous avez 16 ou 17% d'alcool, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec, si ce n'est produire plus, ce qui n'est pas nécessairement une preuve de qualité. Revenons un peu sur ce fameux hiatus, c'est-à-dire cette diminution du réchauffement qui a été observée dès le début du XXIe siècle. Première chose à remarquer, c'est que si vous faites des moyennes décennales, ce n'est pas cette hiatus qui va changer quoi que ce soit, parce que manifestement, chaque décennie est plus chaude que l'autre. La seule exception, c'est celle que je vous ai déjà mentionnée, après la guerre 40-45. Cet hiatus-là fait parler beaucoup de lui. Hier, vous en avez entendu un commentaire avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'était pas mon rôle hier d'entrer évidemment dans un débat scientifique, mais vous avez eu le point de vue généralement du GIEC donné hier par Valérie Masson-Delmotte, où on vous a dit que cet hiatus, je reviens dans une seconde, est lié à un certain nombre de choses naturelles entre guillemets. Voilà ce que le GIEC donne comme explication. Celle qui est probablement une des plus réalistes, c'est qu'il y a des lacunes dans les observations, en particulier dans l'hémisphère nord, dans la région de l'Arctique. Or, je vous ai montré que c'est une région extraordinairement sensible, et donc un certain nombre d'auteurs maintenant ont corrigé les données de température en y ajoutant un certain nombre d'observations océan Arctique, et ont montré que l'hiatus disparaissait aux 3/4 si vous introduisiez ces informations. Une absorption plus grande de chaleur par l'océan, voire un transfert accru de la chaleur de la partie superficielle de l'océan vers l'océan profond, c'est le grand cheval de bataille du GIEC. Moi, je trouve que c'est un peu simpliste, parce que, comme on l'a dit hier, 93% de l'énergie excédentaire passe évidemment dans l'océan. Et donc, dire que l'océan fait tout, ben, je crois que c'est une panacée universelle, mais elle ne nous fait pas avancer du tout dans la compréhension profonde des mécanismes. Une activité volcanique accrue et une activité solaire faible, ben, on peut toujours tout expliquer avec l'activité volcanique et le soleil, puisqu'on n'y connaît pas grand-chose, et que l'activité volcanique, bon, l'activité du soleil pour les climatologues, ça n'est jamais quand même qu'un fifrelan. Donc, nous sommes loin des ordres de grandeur qui sont dus à l'augmentation du CO2. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas, j'y ai travaillé pendant 4 ans, et donc je peux vous en parler aussi. L'activité volcanique, elle est relativement ponctuelle et intéressante, mais elle a un temps de vie de l'ordre de 3 à 4 ans, et pas plus, quand même, parce que les particules émises finissent par sédimenter. Variabilité naturelle, alors là, ce sont les grands chevaux de bataille d'un certain nombre de personnes. Tout est naturel, tout est lié au El Niño et la Niña. Alors là, c'est une grande fatigue pour ceux qui ne sont pas d'accord dans toujours entendre le même leitmotiv, parce que là non plus, on n'avance pas. Il y a une variabilité naturelle, c'est certain, mais tout lui attribué dépasse largement la limite. Décroissance de la vapeur d'eau stratosphérique et des émissions de chlorofluorocarbures et de méthane, c'est aussi une proposition qui avait été faite. Alors nous allons vous en faire une autre. Hervé Niffenegger, Jean Poitou, Chou-Sen Yin, une de mes collaboratrices, et moi-même, avons regardé les choses un peu plus terre à terre. C'est tellement terre à terre que personne ne veut y croire et que tout le monde nous rejette la balle en disant ça n'a rien du tout à voir, c'est l'océan évidemment qui fait. Nous ne sommes toujours pas d'accord, et je pense que je ne serai jamais d'accord, Hervé, Jean et Chou-Sen non plus d'ailleurs. Alors c'est basé sur quoi? C'est que le ralentissement du réchauffement est passé manifesté par un réchauffement d'à peu près 0,26 degrés Celsius par décennie entre 84 et 98. Ensuite, on a observé une régression et le réchauffement n'est plus que de 5 centièmes de degré Celsius par an entre 1998 et 2012. Alors, si vous êtes un peu physicien, vous pouvez calculer l'enthalpie que cela représente, et ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'énergie excédentaire n'a pas été utilisée pour réchauffer l'atmosphère.
Et ce qui est intéressant, c'est l'ordre de grandeur de cette énergie disponible. Alors, elle aurait pu servir à quoi? Eh bien, à fondre la moitié des 1300 milliards de tonnes de glace qui ont disparu sur la même période et qui sont dues à l'atmosphère. La disparition de la glace est due en partie à l'océan quand il s'agit des icebergs et due à l'atmosphère quand il s'agit par exemple des glaciers. Donc il y a une estimation qui est faite, elle est grossière mais elle existe. La moitié des 1300 milliards de tonnes de glace qui ont disparu peuvent être attribuées à l'atmosphère. Si vous faites le calcul de la chaleur latente que ça représente, eh bien c'est 2 fois celle de l'enthalpie manquante. Et donc notre argument, c'est de dire que cette énergie qui a été laissée libre dans l'atmosphère puisque le réchauffement n'a pas eu lieu, a été utilisée pour fondre la glace, au lieu de dire elle est plongée dans l'océan, parce qu'on n'en a aucune mesure de cette augmentation de l'énergie stockée dans l'océan à cet ordre de grandeur-là. Par contre, ici, les calculs montrent que les ordres de grandeur sont respectés. Ce qui fait que la moitié de la moitié me permet de dire que cette enthalpie laissée libre dans l'atmosphère, en fait, contribue ou aurait contribué pour la fonte de 25% de la totalité des glaces sur la Terre pendant la période de l'hiatus, c'est-à-dire depuis le début du XXIe siècle. En particulier, ce qui est assez dramatique, et au point de vue énergétique également, c'est l'énergie latente qui correspond à la fonte et à l'accélération de la fonte de la couverture de glace dans l'océan Arctique. Cette fonte, vous voyez manifestement, elle n'était pas négligeable jusqu'à l'année 2000, mais s'est accélérée aux alentours des années 2000, et cette accélération correspond, comme par hasard, à ce fameux plan hiatus dont je vous ai parlé. Par conséquent, nous avons fait un diagramme qui montre qu'il n'y a plus d'hiatus, mais ça dépend de quoi on parle. Si vous transformez tous les phénomènes en énergie, vous avez par exemple la courbe de température avec son hiatus, son plafonnement ici depuis 2000, qu'on a exprimé en termes d'énergie. Bon, vous transformez une température, première loi de la thermodynamique, dQ égale Cp dt, quoi, hein, et c'est tout, c'est terminé, vous avez les chiffres qui sont là. Manifestement, il y a un problème à résoudre. Si vous y ajoutez maintenant l'énergie qui est utilisée pour fondre la glace, vous obtenez la glace continentale, vous obtenez la courbe rouge. Alors là, le hiatus disparaît déjà, mais alors il disparaît totalement et définitivement si à cela vous ajoutez l'énergie qui a été utilisée pour fondre la glace de mer. Et donc, c'est un problème de vision des choses du système climatique que de parler d'un hiatus depuis l'année 2000, parce que si nous avons raison, du point de vue énergétique, évidemment, rien du tout ne s'est passé et tout continue, simplement que l'énergie est distribuée de manière différente et au lieu de chauffer l'air, elle a fondu la glace. Pourquoi? Essentiellement parce que la glace de mer de l'océan Arctique disparaît à une vitesse V', et là, un des phénomènes qui joue une rétroaction extrêmement importante est la formation de poches d'eau. C'est un vieux problème physique, et maintenant on a pu montrer par les modèles et l'observation que cela change considérablement la méthode de la surface de la glace, et par conséquent contribue à accélérer et à activer la fonte de la glace de l'océan. Le futur, évidemment, n'est pas tellement réjouissant, on vous en a parlé hier, des augmentations de température de l'ordre de 1 à 5 degrés d'ici la fin du XXIe siècle, la disparition totale de la glace de mer dans l'océan Arctique et l'acidification continue de l'océan. Par conséquent, je crois qu'il est plus qu'intéressant et plus urgent de se passer sur l'histoire du passé de la Terre pour essayer de comprendre éventuellement comment les choses se passent de manière naturelle au moins. Retourner dans le passé de l'histoire de la Terre, c'est à 2 raisons. La première, essentielle, majeure, c'est de comprendre les phénomènes physiques qui ont conduit à des climats largement différents de ceux qu'on a à l'heure actuelle. Et ainsi, on peut tester la valeur des modèles qui sont utilisés pour faire des prévisions au cours du XXIe siècle.
si le modèle qu'on utilise pour faire une prévision du XXIe siècle n'est pas capable de reproduire le passé de l'histoire de la Terre, bien alors on peut émettre évidemment des doutes sur la valeur de la projection qui est faite. La deuxième chose qui me passionne à l'heure actuelle, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas des analogues de ce qui nous attend pour la fin du XXIe siècle dans l'histoire de ce qu'on appelle les interglaciaires. Et je vais y revenir dans une seconde. Pour étudier l'histoire du passé de la Terre, nous avons à notre disposition les carottes de glace. Évidemment, je ne vais pas vous faire un cours sur les carottes de glace. Certains d'entre vous savent exactement comment ça marche. Les carottes des sédiments océaniques. On va chercher des sédiments à 3000 mètres, 4000 mètres de profondeur, on les analyse. Certaines informations sur ce qui se passe sur les continents. Alors ça, c'est une couche de l'euse et de sol dans le nord-ouest de la Chine que j'aime beaucoup parce que j'y ai passé 8 ans de travail avec mes collègues chinois, à essayer d'expliquer pourquoi nous avons des alternances de couches de l'euse qui sont plus ou moins jaunes clairs et de sol qui sont en brun foncé, les sols étant une manifestation de climat chaud et les leuses étant une manifestation de climat froid. Et donc on a ici la vision en direct des alternances entre glaciaires, interglaciaires, glaciaires, interglaciaires, à laquelle je vais revenir dans quelques minutes. En gros, on a découvert il y a à peu près 50 ans maintenant, de manière extrêmement détaillée, que le climat de la Terre au cours du dernier million d'années oscillait entre deux situations extrêmes. Une qui est le présent et qui est caractéristique de ce qu'on appelle un interglaciaire, et une qui est caractéristique du climat il y a à peu près 20 000 ans, et que